On appelle le docteur Benhamri qui va nous parler de l'hypertrichose généralisée chez l'enfant. Merci Madame honorable assistante. Permettez-moi de partager avec vous un cas clinique qu'on a mis au service d'endocrinologie au CHU Université de Marrakech sur l'hypertrichose généralisée chez l'enfant. Donc en introduction, l'hypertrichose chez l'enfant est une affection rare. Nous rapportons ici un cas d'un adénocorticoïde volumineux sécrétant révélé par cette hypertrichose. Notre objectif est de montrer la réalité de cette affection chez l'enfant malgré sa rareté, sa prise en charge diagnostique et thérapeutique et ses modalités évolutives. Donc c'est Younes, 12 ans, admis pour l'hypertrichose généralisée avec une pseudo-puberté précoce évoluant depuis 18 mois. D'accord. Donc, c'est un enfant qui, sans antécédents pathologiques particuliers, issu d'un mariage non consanguin et dont la grossesse était bien suivie, menée à terme, bon développement psychomoteur, sans antécédents familiaux de tumeurs de sein, de sarcome, d'hémopathie et sans antécédents de corticocérénalome dans la famille. Donc, la symptomatologie remonte à 18 mois par l'installation d'une obésité facio-tronculaire avec une hypertrichose généralisée dans un contexte d'apérexie de conservation de l'état général. Donc à l'examen, on se retrouve avec un enfant qui est ralenti, faciès déprimé, hypertendu pour contrôler la plus rapide à 15,8, normoglycémique, avec le poids à 61 kg, donc plus 3 DS. La taille, elle avait une taille qui était normale pour son âge, mais en analysant la courbe staturale, on remarque une stagnation, une cassure de la courbe de croissance. C'est un enfant qui avait une hypertrichose sévère, généralisée, avec signe de Cushing, donc une rétrose faciale, avec l'obésité facio-tronculaire, des vergetures pourpres. Pour le Tanner, elle était classée P5, G3, avec des testicules de 16 ml selon leur kilomètre de Prader. Et voilà. Donc on avait suspecté le Cushing devant ce tableau. Pour le confirmer, on a commencé par un freinage minute avec une cortisolémie de 8 heures faite après freinage qui était à 22 microgrammes par décilitre. 2 cortisol libres urinaires qui ont été réalisés, revenus augmentés à 2,5 fois la normale, bien sûr en regard d'une créatinurie qui était normale. Avec un cycle de cortisol, donc on a remarqué une rupture de cycle nictéméral du cortisol, voire même une inversion de cycle, avec une cortisolémie de minuit qui était à 17 microgrammes par décilitre. Donc on a retenu le Cushing. On a complété par l'ACTH, c'était ACTH indépendant, donc un ACTH qui était inférieur à 5 picogrammes par ml, 17 OHP après stimulation revenue correcte par rapport à son âge. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser les SDHOA, les delta-4 androsténidiol. Concernant le reste de l'hypophysiogramme, donc elle avait une testostéronémie totale qui était à 15 microgrammes par litre, avec une hyperprolactinémie à 69. Concernant l'âge osseux, c'est un enfant qui avait 12 ans, avec un âge osseux de 15 ans. L'échographie testiculaire était sans anomalie, à part un petit kyste de la tête épididymique droite. La TDL surrénalienne avait montré une masse surrénalienne droite de 5 cm, spontanément hypodense, donc de 45 unités à spot, siège de multiples calcifications qui sont rehaussés discrètement au temps portal après injection de produits de contraste. Donc le temps portal était de 60 unités à Asfeld et le temps tardif ça fait 53 unités à Asfeld et donc le HAT relatif est égal à 11%. Donc devant cette image scanographique, le premier diagnostic à évoquer, surtout en confrontant aux aspects cliniques, donc c'était le corticocérénalome évoqué en premier. C'est un patient qui était, bien sûr, le bilan de retentissement de cet hypercorticisme. Elle n'avait pas de retentissement sur le plan phosphocalcique. Sur le plan métabolique, elle avait juste l'hypertension, elle n'avait pas de diabète et les bilans lipidiques étaient corrects. Avec un retentissement de l'HTA sur le plan cardiovasculaire, on avait retrouvé une carbure, myopathie hypertrophique à hypertrophie ventriculaire gauche, concentrique modérée. Donc, c'est un patient qui était opéré. Le geste avait consisté à une surrénalectomie droite par bacilloscopique après une préparation médicale.
Les suites post-opératoires ont été particulièrement simples avec une insuffisance corticotrope transitoire qu'on avait corrigée. On a mis l'enfant sur hypocortisone à la dose de 10 mg par mètre carré par jour, qu'on avait arrêté un mois après parce que l'accès a repris, avec une prise en charge psychologique, surtout que c'est un enfant qui a été refusé de l'école et donc à cause de son aspect, et bien sûr une prise en charge nutritionnelle pour éviter l'obésité par la suite parce qu'elle était en surpoids. À l'anapote, donc il avait des signes histologiques de malignité en faveur d'un adénome corticosurrénalien remanié avec un score d'Ouest entre 1 et 2. Donc l'évolution après la chirurgie, il y avait une nette amélioration sur le plan anthropométrique, la normalisation spontanée des chiffres tensionnels, donc on avait arrêté le traitement. Sur le plan psychologique, c'est un enfant qui est devenu souriant, il a repris l'école, il rejoignait ses camarades donc de même classe, il était accepté par son entourage. Et sur le plan biologique, elle avait donc de plus qui est revenu correct avec une testostéronémie qui a baissé. Donc en discussion, le syndrome de Cushing est une pathologie qui est rare chez l'enfant. Et c'est une clinique qui se caractérise surtout par l'atypie et le retentissement essentiellement sur la croissance et sur la puberté. La tumeur surrénalienne est plutôt l'apanage d'enfants plus jeunes et son pronostic reste péjoratif. Donc en comparant notre cas avec les autres cas rapportés en littérature, on se retrouve surtout avec donc cette diversité de tableaux cliniques du syndrome de Cushing chez l'enfant qui se manifeste surtout par son retentissement psychologique et le retentissement sur la croissance et cette prise de poids sans avoir le tableau typique de Cushing. Sa gravité est encore plus importante durant cette phase de transition où l'adolescent n'est pas encore terminé sa croissance et fragilisé et sur le plan psychologique et sur le plan physique. Et donc, chez l'adolescent et l'enfant, on retrouve surtout des difficultés diagnostiques parce que le tableau clinique est souvent atypique, ce qui rend le diagnostic un peu en retard. Concernant le diagnostic biologique, pour confirmer le Cushing sur l'enfant, elle se base surtout sur le cortisol salivaire de minuit, malheureusement qu'on n'a pas jusqu'à maintenant au Maroc. Donc on se contente du freinage minute, de cortisol linéaire et de cycle de cortisol avec la cortisolémie de minuit. Concernant la présentation clinique surrénalienne, en général, est différente parce que c'est la virilisation du patient qui fait évoquer le diagnostic plus que le Cushing. Et l'adénome surrénalien en général, il mérite, même si c'est une pathologie qui reste bénigne, elle mérite une attention particulière parce que quand même il est greffé d'une mortalité et d'une morbidité dans la prévention, il passe par un diagnostic qui est précoce. Concernant les traitements, donc il y a quelques particularités et donc les enjeux de cette phase de transition, c'est surtout la reprise de la croissance, le développement pubertaire, la fertilité et la restauration d'une masse osseuse ainsi que la correction sur le plan métabolique. Donc c'est un enfant qui avait une pseudo-puberté précoce, donc, et ceci est expliqué par la sécrétion hormonale des adénomes cortisoliques bénins, normalement des purs, qui ont une sécrétion mixte et des glucocorticoïdes et des androgènes, et ceci ne doit plus être considéré comme un marqueur de malignité. Et donc le mécanisme de cette sécrétion est expliqué donc, selon la littérature, soit des adénomes qui sont développés au niveau de la zone fasciculée, mais capables de produire des androgènes, ou bien c'est des adénomes qui sont développés au niveau de la zone fasciculée et réticulée. Et chez l'enfant, la majorité des adénomes cortisoliques en général ils sont de type sécrétant, ce qu'on ne rencontre pas chez l'adulte. Et donc plus de 80% des cas de signes cliniques qui sont évocateurs sont le plus fréquemment endocriniens, et donc soit le Cushing et les signes de virilisation. Et le tableau de puberté précoce, le plus souvent donc, elle est diagnostiquée à l'occasion d'une partrophie de la verge qui est constante, alors que le volume des testicules le plus souvent est correct. Notre patient, elle avait une verge de 6 cm et le volume des testicules était normal, ce qui oriente déjà vers une origine surrénalienne. Concernant la croissance, donc l'excès des androgènes, normalement, il entraîne une accélération de la croissance staturale, épondérale et de la maturation osseuse. Dans notre cas, la taille elle était normale, et ceci est expliqué par l'action conjuguée des androgènes et des glucocorticoïdes. Et donc en conclusion, cette observation a permis d'illustrer un cas particulier d'un adénome cortisolique révélé par un Cushing hyperglyco généralisé avec une pseudo-puberté précoce. Et même si la limite entre la bénignité et la malignité reste parfois floue, la séronalectomie par voie conventionnelle constitue l'essentiel de traitement et l'évolution est incertaine et donc le pronostic en général est bon. Et je vous remercie.